femme trouve une vieille clé dans une maison ancienne, et ce qu'elle ouvre révèle quelque chose qu'elle n'avait jamais attendu. Mais avant de continuer notre histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. Éléonore Dupuis était une femme de 35 ans, vivant une existence plutôt tranquille à Paris. Depuis des années, elle travaillait dans une galerie d'art, où elle passait ses journées entourée de peintures et de sculptures, mais ses propres rêves artistiques avaient été mis de côté. Ses journées suivaient un rythme monotone, et bien qu'elle aimât son travail, elle ressentait un vide croissant dans sa vie. Elle n'avait jamais vraiment pris de risques, ni quitté les sentiers battus. Son quotidien était devenu un filet de sécurité, mais ce filet commençait à se resserrer autour d'elle. Un matin d'automne, une lettre recommandée arriva chez elle, interrompant la routine. L'enveloppe, portant un cachet officiel, attira immédiatement son attention. Elle l'ouvrit avec curiosité, sans savoir qu'elle était sur le point de recevoir une nouvelle qui changerait son destin. Le contenu de la lettre était à la fois étrange et intrigant. Une tante éloignée, Marguerite Lafontaine, qu'elle connaissait à peine, venait de lui léguer une propriété, une vieille maison située dans un village isolé en Provence, une région qu'Éléonore n'avait jamais visitée. Marguerite était un nom qui lui évoquait de vagues souvenirs d'enfance, mais elle n'avait jamais eu de lien particulier avec cette femme. Leur dernière rencontre remontait à une réunion familiale des années auparavant, et depuis, aucune nouvelle. Pourquoi cette femme lui aurait-elle laissé une maison? Éléonore se surprit à être autant curieuse que confuse. Elle ne se souvenait pas que Marguerite ait été si proche de sa famille, et pourtant, la lettre était claire. La propriété lui appartenait désormais. Éléonore, d'abord hésitante, finit par se convaincre qu'un voyage dans le sud de la France ne pourrait pas lui faire de mal. Après tout, cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas pris le temps de s'éloigner de Paris, de sortir de sa routine étouffante. L'idée de découvrir cette maison, cet héritage inattendu, commença à éveiller en elle une excitation nouvelle, une chance d'échapper à son quotidien. Peut-être que ce voyage marquerait un tournant dans sa vie, une occasion de réévaluer ses priorités, de se redécouvrir. Elle réserva un billet de train, prépara quelques affaires, et quelques jours plus tard, elle se retrouva sur le quai d'une petite gare de province, entourée de collines verdoyantes et de vignobles. Le village où se trouvait la maison, nommée Saint-Julien, était perdu au milieu de la campagne provençale, un lieu hors du temps, loin des bruits de la ville, où le silence et la tranquillité régnaient. En parcourant les routes sinueuses qui menaient à la propriété, Éléonore ressentit une sorte de paix intérieure, mais aussi une étrange nervosité qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Quand elle arriva enfin devant la vieille maison, elle resta figée sur place. L'édifice en pierre, couvert de lierre et entouré d'arbres centenaires, dégageait une atmosphère presque mystique. Le portail en fer forgé, légèrement rouillé, grinçait sous l'effet du vent. Les volets étaient fermés, et la façade portait les marques du temps, mais la maison semblait solidement ancrée, comme si elle avait défié les années avec fierté. Une part d'Éléonore hésitait encore à entrer, comme si quelque chose d'invisible retenait ses pas. Elle prit une profonde inspiration, passa le portail et se dirigea vers la porte d'entrée. Le bois de la porte était usé, mais elle s'ouvrit facilement sous sa main, comme si la maison l'attendait depuis longtemps. En franchissant le seuil, Éléonore fut aussitôt frappée par l'atmosphère qui régnait à l'intérieur de la maison. Contrairement à l'extérieur, qui portait les traces évidentes du passage des années, l'intérieur semblait avoir été préservé comme dans un musée. Tout était à sa place, comme si le temps s'était arrêté à l'instant où Marguerite avait quitté les lieux. C'était à la fois fascinant et perturbant. Chaque meuble, chaque bibelot semblait chargé d'histoire, et Éléonore sentit une étrange impression d'entrer dans une vie qui n'était pas la sienne. Le parquet craquait sous ses pieds alors qu'elle avançait lentement dans le salon. Les fauteuils étaient recouverts de tissus d'époque, et sur les murs pendaient des portraits de famille, peints à la main, représentant des visages solennels et inconnus. Sur une étagère en bois, des livres jaunis attendaient d'être feuilletés, et une vieille horloge en bois massif marquait encore les heures, bien que son tic-tac résonnât faiblement dans l'air épais de poussière. Le plus frappant, cependant, était la sensation d'intimité qui émanait des lieux. Éléonore pouvait presque sentir la présence de Marguerite, comme si elle allait réapparaître à tout moment, assise dans un des fauteuils, en train de feuilleter un livre ou de broder. Il y avait des photographies encadrées posées sur les commodes,
Des scènes de vie, des sourires figés dans le temps, témoignant d'une époque révolue. Ces souvenirs intimes créaient une ambiance étrange, à la fois chaleureuse et inquiétante. Éléonore ressentait une tension qu'elle ne pouvait pas expliquer. Il ne s'agissait pas de peur, mais d'une sorte de curiosité mêlée à une appréhension grandissante. Comme si la maison cachait quelque chose, comme si un secret enfoui depuis longtemps laissait son empreinte dans l'air stagnant. Elle se demanda si c'était seulement l'idée de découvrir l'histoire de cette vieille bâtisse qui lui donnait ses frissons dans le dos, ou si c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait survécu au passage du temps. Elle continua son exploration, passant par la salle à manger, puis dans une petite bibliothèque où des ouvrages anciens reposaient sur des étagères sculptées à la main. En touchant les livres, Éléonore sentit le poids des années, l'odeur du papier vieilli et des reliures usées. Elle aimait les vieilles maisons, leur façon de raconter des histoires à travers les objets et les murs. Pourtant, cette maison était différente. Elle dégageait une aura d'énigme, comme si elle attendait patiemment que quelqu'un vienne résoudre un mystère depuis longtemps enfoui. Alors qu'elle montait l'escalier en colimaçon qui menait à l'étage supérieur, Éléonore se surprit à s'interroger sur la vie de Marguerite. Elle se rendit compte qu'elle ne savait pratiquement rien de cette femme. Pourquoi vivait-elle ici, seule? Quelles histoires cette maison renfermait-elle réellement? Plus Éléonore avançait dans la maison, plus elle avait l'impression d'entrer dans un autre monde, un lieu suspendu entre passé et présent. Au sommet de l'escalier, elle découvrit une grande chambre, presque intacte, où le lit à baldaquin semblait prêt à accueillir quelqu'un. Une petite table de chevet, sur laquelle reposait une lampe à huile, ajoutait à l'atmosphère victorienne de la pièce. Éléonore se dirigea instinctivement vers une vieille armoire en bois massif, magnifiquement sculptée, qui trônait près du lit. Quelque chose l'attirait vers cette armoire, un pressentiment inexplicable. Elle ouvrit doucement les portes de l'armoire, s'attendant à trouver des vêtements anciens, des souvenirs d'une époque révolue. Mais au lieu de cela, son regard fut attiré par une petite boîte en bois, soigneusement placée sur l'une des étagères. Elle était couverte de poussière, mais malgré les années, elle semblait en bon état. Éléonore la prit dans ses mains, sentit son poids, et ses doigts en caressèrent les gravures délicates qui ornaient le couvercle. Quelque chose dans cette boîte l'intriguait profondément. Éléonore, fascinée par la boîte, s'assit sur le lit pour l'examiner de plus près. Le bois en était sombre, patiné par le temps, mais finement travaillé, et les motifs gravés sur le couvercle semblaient raconter une histoire ancienne. Elle prit une inspiration, se demandant ce qu'elle allait découvrir à l'intérieur. Peut-être s'agissait-il de souvenirs de famille, de bijoux anciens, ou d'un objet sans grande importance. Mais il y avait une part d'elle qui espérait que cette boîte contienne quelque chose de plus significatif. Avec précaution, elle souleva le couvercle. Ce qu'elle trouva à l'intérieur la surprit. Il n'y avait pas de bijoux, pas de lettres, mais une vieille clé, posée sur un petit tissu de velours usé. La clé était en métal, visiblement très ancienne, et d'une couleur rouillée. Elle était lourde dans sa main, bien plus que ce qu'elle avait. Il était évident que cette clé avait de l'importance, mais ce qui la frappait le plus, c'était qu'elle n'avait jamais vu une clé de ce type auparavant. Éléonore tourna la clé entre ses doigts, intriguée par sa forme. Ce n'était pas une simple clé de porte ou de meuble. Sa forme était particulière, presque majestueuse, comme si elle avait été conçue pour une serrure tout aussi spéciale. Une vague de mystère l'envahit. Pourquoi cette clé avait-elle été cachée ici, dans cette boîte? Et surtout, que pouvait-elle bien ouvrir? Elle se leva brusquement, un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahissant. Elle se mit à explorer la maison de fond en comble, cherchant une serrure qui pourrait correspondre à cette clé. Elle fouilla chaque pièce, chaque meuble, en quête de la serrure qui dévoilerait enfin le secret que Marguerite avait laissé derrière elle. Mais malgré ses efforts, aucune serrure dans la maison ne semblait correspondre. Fatiguée mais déterminée, Éléonore se retrouva à nouveau dans la bibliothèque, là où tout avait commencé. Elle s'assit à la grande table centrale, la clé toujours dans sa main, réfléchissant à ce que cela pouvait bien signifier. Pourquoi Marguerite aurait-elle conservé une clé sans serrure? Était-ce une sorte d'énigme laissée volontairement pour elle? L'histoire devenait de plus en plus étrange, et Éléonore sentait que ce n'était que le début d'un mystère bien plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Au fond d'elle-même,
Elle savait qu'elle ne pourrait pas abandonner. Cette clé était un lien direct avec le passé, avec l'histoire de cette maison et de sa famille, et elle devait savoir où elle menait. Mais pour cela, elle aurait peut-être besoin d'aide. C'est à ce moment précis que son esprit se tourna vers l'homme qu'elle avait rencontré plus tôt dans le village, Antoine Lacroix, l'antiquaire. Peut-être que lui saurait l'éclairer sur l'origine de la clé et ce qu'elle pouvait bien ouvrir. Éléonore, plongée dans ses pensées et fascinée par la découverte de la clé, ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'elle pouvait bien ouvrir. Son intuition lui disait que ce n'était pas un simple objet sans importance. Cependant, après avoir fouillé chaque recoin de la maison sans succès, elle réalisa qu'elle avait besoin de conseils, peut-être d'un expert qui pourrait l'aider à comprendre la signification de cette clé ancienne. C'est alors qu'elle se souvint d'Antoine Lacroix, l'antiquaire qu'elle avait brièvement rencontré dans le village de Saint-Julien le jour de son arrivée. Il tenait une petite boutique nichée dans une ruelle étroite, où il exposait des objets anciens et des curiosités, vestiges d'un passé riche en histoire. Éléonore se rappela qu'il avait mentionné être passionné par les maisons anciennes de la région et qu'il avait une certaine connaissance des familles locales et de leurs secrets bien gardés. Intriguée par l'idée qu'il pourrait peut-être l'aider, elle décida de retourner au village le lendemain matin. En traversant la petite place du village, ses pensées étaient focalisées sur la clé qu'elle avait soigneusement glissée dans sa poche. L'air était frais, et le silence du matin n'était perturbé que par le bruit des quelques habitants vacants à leurs occupations. Lorsque Éléonore poussa la porte de la boutique d'Antoine, une petite cloche tinta signalant son arrivée. Antoine leva les yeux de derrière son comptoir, un livre ancien ouvert devant lui. Il avait un air calme et accueillant, avec ses lunettes rondes posées sur son nez et sa barbe poivre et sel soigneusement taillée. Il lui sourit doucement en la voyant entrer, comme s'il avait déjà pressenti sa visite. « Mademoiselle Dupuis, quelle surprise !» dit-il en refermant son livre. « Vous semblez préoccupée. Que puis-je faire pour vous ?» Mais l'atmosphère chaleureuse de la boutique et l'aura bienveillante d'Antoine la rassurèrent. Elle sortit délicatement la clé de sa poche et la plaça sur le comptoir, devant lui. « J'ai trouvé cette clé dans la maison de ma tante, » commença-t-elle, essayant de ne pas trahir son excitation. « Mais je n'arrive pas à trouver ce qu'elle ouvre. Vous avez mentionné hier que vous connaissiez bien l'histoire des maisons ici. Peut-être pourriez-vous m'aider à en savoir plus ?» Après quelques instants de silence, il la reposa délicatement sur le comptoir. « Cette clé est très ancienne, en effet, » dit-il d'un ton pensif. « Elle n'a pas l'air d'être une clé ordinaire. Il se pourrait qu'elle soit liée à un lieu spécifique, peut-être une partie cachée de la maison que vous n'avez pas encore découverte. Mais je pense que pour vraiment comprendre, nous devrions en apprendre plus sur l'histoire de votre famille et de la maison. » Antoine lui proposa alors de visiter les archives locales, où il pourrait trouver des informations sur la maison et sur la famille Lafontaine. Il savait que certains documents anciens avaient été conservés par la mairie du village, et avec un peu de chance, il pourrait trouver des indices sur l'origine de cette clé et sur les mystères qu'elle renfermait. Le lendemain, Éléonore et Antoine se retrouvèrent à la petite mairie de Saint-Julien, un bâtiment modeste en pierre qui abritait des décennies de documents et d'archives concernant les familles et les propriétés locales. L'endroit était silencieux, et une légère odeur de papier ancien flottait dans l'air. Ils furent accueillis par le maire du village, un homme âgé nommé Monsieur Desroches, qui connaissait Antoine depuis de nombreuses années. Monsieur Desroches les guida vers une pièce à l'arrière, où étaient entreposés des dossiers, des registres et des documents anciens concernant les maisons du village et les transactions foncières. Il était clair que peu de gens avaient consulté ces archives depuis longtemps, car une fine couche de poussière recouvrait la plupart des étagères. Des piles de cartons étaient empilées partout, et certains dossiers semblaient avoir été oubliés depuis des décennies. Antoine et Éléonore se mirent à la tâche, fouillant dans les registres et les anciens papiers. Ils espérèrent trouver des informations sur la maison Lafontaine, son histoire et ses anciens propriétaires. Après plusieurs heures de recherche infructueuses, ils trouvèrent enfin un document intéressant. Un acte de propriété datant de 1874. Il confirmait que la maison avait appartenu à la famille Lafontaine depuis plusieurs générations, et plus précisément à un certain Edmond Lafontaine, un nom que ni Éléonore ni Antoine n'avaient encore entendu. Le nom d'Edmond Lafontaine revint à plusieurs reprises dans les documents suivants, mais toujours de manière évasive,
comme si cet homme avait été volontairement effacé de l'histoire locale. Aucun autre membre de la famille n'était mentionné en lien direct avec lui, ce qui surprit Éléonore. Il semblait qu'Edmond avait laissé un mystère derrière lui, et il était évident que la clé qu'elle avait trouvée devait être liée à cet homme. Antoine continua de fouiller, et quelques minutes plus tard, il tomba sur un ancien article de journal local, daté de 1892, qui fit naître de nouvelles questions. L'article mentionnait un incident tragique survenu dans la maison Lafontaine, un incendie qui avait détruit une partie de la propriété. Selon l'article, cet incendie avait coûté la vie à plusieurs personnes, mais les détails restaient vagues. Étrangement, il n'y avait aucun suivi sur ce qui s'était passé après, et aucune mention de l'origine de l'incendie. Éléonore ressentit un frisson lui parcourir l'échine. Était-il possible que cet incendie ait un lien avec la clé qu'elle avait trouvée? Pourquoi l'histoire de cette maison semblait-elle être pleine de trous, comme si quelque chose avait été intentionnellement caché? Antoine, qui semblait aussi perplexe qu'elle, lui proposa de retourner à la maison pour examiner de plus près les lieux, notamment la cave et les parties de la maison qui n'avaient pas encore été explorées. Ils remercièrent M. Desroches pour son aide et quittèrent la mairie avec plus de questions que de réponses. La maison Lafontaine semblait renfermer des secrets bien plus sombres que ce qu'Éléonore avait imaginé. En chemin, elle ne pouvait s'empêcher de penser à l'incendie, à ce mystérieux Edmond et à cette clé qui restait un mystère non résolu. De retour à la maison, Éléonore et Antoine se sentirent poussés à explorer la cave, une partie de la propriété qu'ils n'avaient pas encore osé inspecter en détail. La cave, comme beaucoup d'autres pièces de la maison, semblait à première vue ordinaire, mais un sentiment d'appréhension grandissait en eux à mesure qu'ils descendèrent les escaliers en pierre froide et humide. Les murs étaient recouverts de mousse et l'air était lourd, presque oppressant. Une fois dans la cave, ils remarquèrent une porte massive à l'arrière, faite de bois épais et renforcée de bandes de métal rouillées. La porte paraissait bien plus ancienne que le reste de la maison, comme si elle avait été là bien avant la construction actuelle. Éléonore s'approcha lentement de la porte. Une étrange sensation d'excitation mêlée d'inquiétude s'emparant d'elle. Antoine, observant la porte, laissa échapper un murmure. Cette porte, elle n'a rien de commun. Elle est d'une autre époque. Elle la tenait fermement, sachant au fond d'elle que cette clé était destinée à ouvrir cette porte. Elle inséra la clé dans la serrure et tourna doucement. Un déclic sonore résonna dans l'espace confiné, brisant le silence pesant qui les entourait. La serrure semblait n'avoir pas été utilisée depuis des décennies, mais la clé fonctionna sans résistance. La porte s'ouvrit lentement, dévoilant une petite pièce cachée derrière. La première chose qu'ils remarquèrent fut l'odeur de renfermé. Une odeur qui témoignait du fait que cet endroit n'avait pas été ouvert depuis de très longues années. Éléonore et Antoine échangèrent un regard, incertains de ce qu'ils allaient découvrir. La pièce était encombrée d'objets anciens, de coffres en bois, et tout dans cette pièce semblait appartenir à un autre temps, comme si elle avait été laissée là, intacte, dans l'attente d'être redécouverte. Éléonore s'avança prudemment vers le bureau, attirée par un objet particulier. Il s'agissait d'un journal en cuir, épais et usé par les années, mais encore intact. Elle le prit dans ses mains, souffla doucement la poussière qui le recouvrait, et l'ouvrit délicatement. Les pages étaient remplies d'une écriture fine, élégante, qui semblait dater d'une autre époque. Le nom inscrit sur la première page fit battre son cœur plus vite. Edmond Lafontaine. Ce journal appartenait à l'homme mystérieux dont ils avaient découvert l'existence dans les archives. Avec une lenteur calculée, Éléonore commença à lire les premières lignes, consciente que chaque mot qu'elle découvrait la rapprochait d'une vérité que personne n'avait voulu révéler. Le journal mentionnait une clé de vérité et un secret de famille, qui, selon les propres mots d'Edmond, devait rester caché à tout prix. Le ton de ses écrits était empreint de mélancolie, comme si Edmond savait que les choix qu'il avait faits condamneraient sa famille. Éléonore était à la fois fascinée et effrayée par ce qu'elle lisait, réalisant que la clé qu'elle avait trouvée ne faisait que commencer à révéler l'ampleur du mystère entourant les Lafontaine. Éléonore et Antoine étaient plongés dans le silence profond de la pièce secrète, entourés par les objets anciens qui semblaient tout droit sortis d'une autre époque. Le journal d'Edmond Lafontaine qu'Éléonore tenait dans ses mains
devenait de plus en plus fascinant à mesure qu'elle lisait ces pages. Chaque mot révélait une partie de la vie d'un homme dont l'existence avait été effacée des mémoires du village et de l'histoire de sa propre famille. Le journal débutait avec une description détaillée de la maison, comme si Edmond lui-même avait prévu que quelqu'un, un jour, le découvrirait et suivrait ses pas. Il y mentionnait les divers ajouts qu'il avait faits à la propriété au fil des années, y compris cette cave secrète qu'il avait aménagée pour cacher ce qu'il appelait le poids de la vérité. Ce terme résonnait comme une menace, et Éléonore ne pouvait s'empêcher de sentir un frisson parcourir sa colonne vertébrale à chaque nouvelle page qu'elle tournait. Au fur et à mesure qu'elle lisait, une histoire plus sombre commençait à se dévoiler. Edmond Lafontaine parlait d'un secret de famille bien gardé, mais il restait volontairement vague, comme s'il craignait que ce secret ne soit découvert un jour. Il parlait d'une trahison ancienne, d'une faute qui aurait été commise par l'un de ses ancêtres, et dont les conséquences auraient hanté la famille Lafontaine pendant des générations. Bien que le journal ne contint pas encore de détails précis, il était clair qu'Éléonore venait de mettre le doigt sur une énigme beaucoup plus complexe et troublante qu'elle ne l'avait initialement imaginée. Antoine, qui avait jusque-là observé en silence, s'approcha doucement et jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ses yeux se plissèrent à la vue des mots inscrits dans le journal. « Tu as trouvé quelque chose ?» demanda-t-il avec un mélange de curiosité et d'inquiétude. Éléonore hocha la tête sans lever les yeux des pages qu'elle parcourait. « Il parle d'un secret, un secret de famille, quelque chose que la famille Lafontaine a caché pendant des années. Je ne comprends pas encore tout, mais il semble que cette maison soit au centre de tout ça. Si ce secret a été caché pendant si longtemps, c'est peut-être pour une bonne raison. Elle était là, dans cette maison, à cause de cet héritage inattendu, et chaque nouveau détail renforçait son envie de découvrir ce qui avait été caché pendant si longtemps. La clé qu'elle avait trouvée n'était pas un simple objet oublié. Elle était le début d'un chemin tortueux qui l'amènerait peut-être vers des vérités inconfortables. Mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Alors qu'elle continuait à lire, un détail attira son attention. Edmond faisait référence à un autre journal, plus ancien encore, où seraient consignés les détails précis du secret de famille. Ce journal, selon lui, était caché quelque part dans la maison, dissimulé pour que personne ne puisse le trouver facilement. Il mentionnait également un trésor, mais ce mot semblait être utilisé de manière métaphorique, comme s'il ne s'agissait pas d'or ou de bijoux, mais de quelque chose de bien plus précieux et dangereux. Antoine, remarquant l'intensité dans le regard d'Éléonore, posa une main rassurante sur son épaule. « Nous allons trouver ce journal », dit-il doucement. « Mais faisons attention. Si Edmond a pris autant de précautions pour le cacher, c'est que son contenu pourrait changer bien des choses. » Pendant plusieurs jours, Éléonore et Antoine explorèrent chaque pièce de la maison, fouillant les moindres recoins à la recherche du journal manquant. La maison, bien qu'ancienne, semblait pleine de secrets encore non révélés. Chaque jour, ils découvrirent de nouveaux indices, des lettres cachées, des objets qui semblaient avoir été déplacés récemment, comme si quelqu'un d'autre avait cherché avant eux. Plus ils exploraient, plus ils comprenaient que cette maison avait été le théâtre de nombreuses histoires passées, et qu'Éléonore n'était pas la première à essayer de percer le mystère. Antoine, dont la fascination pour les objets anciens ne cessait de grandir, aidait Éléonore avec une dévotion presque obsessionnelle. Il passait des heures à étudier les détails des meubles, les sculptures sur les portes, les recoins poussiéreux que personne n'avait touchés depuis des décennies. Sa passion pour les secrets du passé se reflétait dans chaque geste qu'il faisait, et Éléonore commençait à se demander si, tout comme elle, il n'était pas lui aussi pris dans le tourbillon du mystère. Enfin, après des jours de recherche minutieuse, ils découvrirent quelque chose d'inhabituel dans la chambre principale, là où Éléonore avait trouvé la clé. Derrière un vieux tableau accroché au mur, ils trouvèrent une petite cachette creusée dans le bois du mur. À l'intérieur, un autre livre en cuir les attendait, caché dans l'obscurité depuis des décennies. Le cœur d'Éléonore s'accéléra en voyant l'objet tant recherché. Le journal d'Edmond, le deuxième, celui qui contenait probablement les réponses qu'elle cherchait. Elle s'assit immédiatement sur le lit, ouvrit le livre avec des mains tremblantes et commença à lire. Les premières pages relataient des événements encore plus troublants que ceux qu'elle avait découverts dans le premier journal. Edmond y décrivait une vie marquée par des mensonges, des trahisons familiales et des alliances secrètes.
Mais ce qui attira le plus l'attention d'Éléonore fut la mention répétée d'un mystérieux trésor de vérité qu'il semblait avoir caché dans la maison pour protéger sa famille d'une malédiction ancestrale. Le mot « trésor » revenait encore et encore, mais Edmond ne le décrivait jamais clairement. Il parlait plutôt de quelque chose qui pouvait détruire la réputation des La Fontaine, quelque chose qui, si découvert, mettrait fin à des siècles de pouvoir et d'influence. Les dernières lignes du journal étaient particulièrement cryptiques. Edmond semblait parler de ses derniers jours, de la peur qui grandissait en lui à l'idée que quelqu'un puisse découvrir ce qu'il avait caché. Éléonore sentit une angoisse monter en elle. Ce secret, ce trésor, avait coûté cher à Edmond. Était-ce réellement une malédiction ou simplement une métaphore pour désigner un fardeau insupportable? Les mots d'Edmond étaient lourds de sens, mais leur signification échappait encore à Éléonore. Antoine, qui avait lu par-dessus son épaule, prit une profonde inspiration. « Il faut continuer à chercher », murmura-t-il. « Ce qu'il a caché, c'est quelque chose de plus grand que nous l'imaginons, peut-être même plus dangereux. » Alors que les jours passaient, une atmosphère de plus en plus lourde et étrange s'installait dans la maison. Éléonore et Antoine avaient maintenant une vision plus claire de ce qui se jouait derrière les murs de cette vieille bâtisse, mais chaque nouvelle découverte semblait venir avec son lot de malaise. La maison elle-même semblait réagir à leurs efforts, comme si elle cherchait à les repousser, à les dissuader de percer ses secrets. Des événements inhabituels commencèrent à se produire. La nuit, des bruits sourds résonnaient dans les couloirs. Des portes qui auparavant restaient fermées s'ouvraient toutes seules, et le vent semblait siffler d'une manière inquiétante à travers les fissures des fenêtres. Éléonore se réveillait parfois en sueur, avec la sensation étrange d'être observée. Les murs, les meubles, tout dans la maison paraissait chargé d'une énergie ancienne et pesante. Même Antoine, d'ordinaire si rationnel, ne pouvait nier qu'il se passait quelque chose d'inhabituel. Un soir, alors qu'Éléonore était assise seule dans le salon, feuilletant à nouveau le journal d'Edmond, elle sentit une présence derrière elle. Un frisson, juste le silence oppressant de la maison. Pourtant, elle ne pouvait se débarrasser de la sensation qu'elle n'était pas seule. Antoine, qui la rejoignit quelques minutes plus tard, remarqua son air inquiet. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas » murmura-t-elle. « J'ai l'impression que cette maison, qu'elle essaie de nous dire quelque chose, comme si elle nous testait ou nous mettait en garde. » Dans son rêve, Marguerite lui apparaissait dans une robe ancienne, marchant dans les couloirs de la maison avec une clé à la main. Elle la regarda avec des yeux pleins de tristesse et de gravité, puis s'éloigna, laissant derrière elle un sentiment de perte et de mystère non résolu. Éléonore se réveilla en sursaut, la respiration haletante, le cœur battant à tout rompre. Elle se leva immédiatement, incapable de rester plus longtemps dans le lit. Les paroles du journal résonnaient dans sa tête, et elle savait que le temps pressait. La maison essayait de lui dire quelque chose, et elle devait comprendre quoi avant qu'il ne soit trop tard. Après plusieurs jours à naviguer entre les mystères et les secrets qui imprégnaient la maison La Fontaine, Éléonore et Antoine se retrouvèrent face à un nouvel élément troublant. Lors d'une énième exploration des étages supérieurs, dans une petite pièce qu'ils n'avaient pas encore totalement fouillée, Éléonore fit une découverte inattendue. Derrière une armoire qu'ils avaient déplacée pour accéder à un pan de mur caché, une petite trappe de bois apparut. La trappe était vieille et des toiles d'araignée en recouvraient les bords, signe qu'elle n'avait pas été ouverte depuis longtemps. Éléonore, le souffle court, s'agenouilla et ouvrit lentement la trappe, ses doigts tremblant d'excitation. Elle ne savait pas ce qu'elle allait découvrir, mais chaque nouvelle étape semblait la rapprocher un peu plus du secret d'Edmond La Fontaine. À l'intérieur de la trappe, soigneusement enveloppé dans un tissu de soie poussiéreux, reposait un ancien manuscrit. Ce n'était pas un simple journal comme celui d'Edmond, mais un recueil bien plus épais, soigneusement écrit à la main, avec des pages jaunes par le temps. Antoine, voyant l'expression d'Éléonore, se pencha à ses côtés. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il, comme si élever la voix aurait pu rompre le charme de l'instant. Éléonore déplia le tissu avec précaution et ouvrit le manuscrit. Le titre, gravé à la plume, attira immédiatement son attention. « Chronique de la famille La Fontaine ». Elle feuilleta rapidement les premières pages, découvrant une généalogie complexe, remontant à plusieurs siècles. Le manuscrit racontait l'histoire de la famille La Fontaine,
depuis ses origines jusqu'à une époque plus récente. Mais ce n'était pas seulement un récit historique. Il y avait des sections entières consacrées à des événements mystérieux, des légendes familiales et des récits d'intrigue. L'une des pages particulièrement intrigantes était consacrée à un objet mentionné sous le nom de l'oiseau de nuit. Un artefact qui, selon la légende familiale, serait doté de pouvoirs mystérieux. Il aurait été transmis de génération en génération, mais les écrits n'étaient pas clairs quant à sa véritable nature. Le manuscrit mentionnait également que cet objet était caché quelque part dans la maison, protégé par un réseau de pièges et de leurres, pour empêcher quiconque de le trouver facilement. « L'oiseau de nuit » murmura Éléonore, tandis qu'Antoine examinait le manuscrit avec autant de fascination qu'elle. Ce nom est répété plusieurs fois dans les journaux d'Edmond. Il disait que cet objet représentait à la fois la richesse et la malédiction de la famille. Peut-être que la clé que tu as trouvée est destinée à l'ouvrir ou à le révéler d'une manière ou d'une autre. Mais à mesure qu'elle lisait les récits des ancêtres La Fontaine, une sensation d'inquiétude grandissait également en elle. L'histoire de l'oiseau de nuit semblait imbriquée dans une série d'événements tragiques qui avaient marqué chaque génération de la famille. Les décès mystérieux, les disparitions et les conflits internes étaient tous liés à cet artefact. Éléonore referma doucement le manuscrit, réalisant que ce qu'il cherchait n'était pas seulement une relique ancienne. C'était un élément crucial de l'histoire de la famille, un objet qui, s'il tombait entre de mauvaises mains, pouvait provoquer encore plus de malheur. Éléonore et Antoine étaient maintenant engagés dans une véritable chasse au trésor, guidés par les indices trouvés dans les journaux et le manuscrit de la famille La Fontaine. Ils passaient des heures à explorer chaque recoin de la maison, examinant les murs, les sols et même les plafonds pour détecter la moindre trappe ou cache secrète. La maison, qui leur avait d'abord paru simplement mystérieuse, devenait un labyrinthe complexe où chaque porte ou coin pouvait révéler une nouvelle surprise. Le plus fascinant était que la maison semblait avoir été conçue avec l'idée de dissimuler. Les passages secrets découverts dans les murs, les pièces cachées derrière des panneaux de bois, et les étages souterrains que personne n'avait foulés depuis des décennies, faisèrent de la maison un puzzle en 3 dimensions. Chaque fois qu'ils pensaient avoir atteint un point mort, un nouvel indice apparaissait, les poussant à continuer. Un jour, en déplaçant une bibliothèque dans le bureau d'Edmond, Antoine découvrit une carte ancienne insérée entre 2 livres poussiéreux. La carte, soigneusement dessinée à la main, semblait représenter un plan détaillé de la maison, mais elle montrait des sections qui n'étaient pas accessibles par les portes traditionnelles. Il y avait des couloirs souterrains, des trappes dissimulées et même des escaliers qui semblaient emmener à des niveaux plus bas que la cave elle-même. « Regarde ça !» s'exclama Antoine en montrant la carte à Éléonore. « Cette maison est bien plus vaste qu'on ne le pensait. Il y a des passages secrets que nous n'avons même pas encore découverts. Peut-être était-elle destinée à ouvrir l'un de ces passages cachés. » Ils se mirent immédiatement au travail, suivant les indications de la carte pour localiser les entrées secrètes. L'une d'entre elles, située dans une petite pièce adjacente à la cuisine, était dissimulée sous un tapis de pierre. Après plusieurs heures d'efforts, ils réussirent à dégager le passage et descendirent dans un couloir souterrain qui semblait avoir été abandonné depuis des siècles. L'air était humide, et l'écho de leurs pas résonnait dans l'obscurité. Au bout du couloir, ils trouvèrent une porte de métal, ornée de gravures complexes représentant des scènes d'oiseaux et de nuit. Le cœur d'Éléonore s'accéléra en voyant cela. C'était sans doute là que l'oiseau de nuit était caché. Elle sortit la clé, qui semblait vibrer dans sa main. Avec un mélange d'appréhension et de détermination, elle l'inséra dans la serrure. Un déclic retentit, puis la porte s'ouvrit lentement dans un grincement. Derrière elle se trouvait une petite pièce, presque vide, mais au centre, sur un piédestal en pierre, reposait un objet étrange. C'était une sculpture en forme d'oiseau, entièrement faite de métal noir brillant. Ses ailes étaient déployées, et ses yeux semblaient briller d'une lumière pâle dans l'obscurité. Il dégageait une aura à la fois fascinante et inquiétante. « L'oiseau de nuit », murmura Éléonore. « C'est donc ça. » Alors qu'Éléonore et Antoine se tenèrent dans la pièce face à l'oiseau de nuit, une sensation d'appréhension grandissait. L'objet dégageait une présence palpable, comme s'il portait en lui des siècles de secrets et de souffrances. Éléonore pouvait presque sentir le poids de l'histoire qu'il représentait. Mais en même temps, quelque chose dans l'air semblait différent, plus oppressant. Une lourdeur qui n'était pas seulement liée au passé,
Antoine, jusqu'alors aussi captivé qu'Éléonore, commença à exprimer des doutes. « Je ne sais pas si nous devrions toucher cet objet, » dit-il doucement. Si Edmond a pris tant de précautions pour le cacher, c'est qu'il savait que le révéler pouvait avoir de graves conséquences. Antoine semblait de plus en plus, depuis que nous avons découvert cette carte, cette maison semble vivante, comme si elle réagissait à nos actions. Tu ne le sens pas? L'idée que la maison était en quelque sorte consciente de leurs recherches lui paraissait absurde. Mais elle ne pouvait nier que chaque étape les avait menés plus profondément dans un passé rempli de mystères et de malédictions. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle. Antoine haussa les épaules, visiblement mal à l'aise. « Je ne sais pas, c'est juste une intuition. Comme si chaque fois que nous découvrons quelque chose, la maison change. Peut-être que nous allons trop loin. » Elle devait comprendre pourquoi sa tante Marguerite lui avait légué cette maison, pourquoi l'oiseau de nuit avait été caché, et pourquoi la famille Lafontaine avait été hantée par ce secret pendant tant de générations. « Nous devons aller jusqu'au bout, » dit-elle, avec une détermination nouvelle. C'est la seule façon de comprendre ce qui s'est passé ici. Les jours suivants furent marqués par une intensité croissante. Éléonore ne cessait de repenser à l'oiseau de nuit, à la signification qu'il avait pour la famille Lafontaine, et à la façon dont cet artefact semblait attirer sur lui une aura de mystère, presque de danger. Antoine, lui, s'était retiré dans une forme de silence inquiet, comme si chaque pas vers la vérité le rendait plus hésitant. Leur relation, qui au début était empreinte de confiance et de curiosité partagée, commençait à s'effriter sous le poids des découvertes. Un matin, alors qu'Éléonore était assise dans la bibliothèque, feuilletant encore une fois les pages du journal d'Edmond, une phrase qu'elle n'avait pas remarquée auparavant lui sauta aux yeux. Le prix à payer pour l'oiseau est celui de la vérité, une vérité que personne ne souhaite affronter. Ces mots résonnèrent en elle avec une force nouvelle. Jusqu'ici, elle avait interprété les écrits d'Edmond comme de simples avertissements liés à un trésor familial, mais il devenait de plus en plus clair que cette vérité dont il parlait était bien plus lourde que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle se leva brusquement, décidée à confronter Antoine qui se trouvait dans une autre pièce, absorbé dans l'étude de la carte qu'ils avaient trouvée. En entrant dans la salle, elle le trouva assis, l'air pensif, comme perdu dans ses réflexions. « Antoine, » dit-elle d'une voix ferme, attirant son attention. « Nous devons parler. Il y a quelque chose dans tout cela que je ne comprends toujours pas. » Elle s'approcha de lui, tenant le journal d'Edmond dans sa main. « Je suis convaincu que l'oiseau de nuit n'est pas seulement un objet de collection ou un simple trésor familial. Edmond parle de cette vérité, une vérité que personne ne veut affronter. Je crois qu'il y a quelque chose de bien plus sombre derrière tout cela, quelque chose que tu ne me dis pas. Peut-être que la meilleure chose à faire serait de quitter cette maison, d'accepter que certains mystères ne doivent pas être résolus. Depuis que je suis ici, je sens que cette maison essaye de me parler et de me montrer ce que Marguerite a voulu me léguer. Et toi, tu sembles de plus en plus distant, comme si tu savais quelque chose que tu ne voulais pas me dire. Que caches-tu vraiment ?» Le silence qui suivit fut presque insupportable, mais Éléonore resta immobile, le fixant avec insistance. Finalement, il se leva, le visage marqué par la gravité de ce qu'il s'apprêtait à révéler. « Éléonore, je n'ai pas été totalement honnête avec toi. Je connaissais une partie de cette histoire bien avant que tu ne viennes ici. J'ai entendu parler de l'oiseau de nuit depuis des années, dans le milieu des antiquaires. Il est dit que cet objet n'est pas seulement un trésor familial, mais qu'il porte en lui le fardeau d'un secret. Un secret qui pourrait détruire tout ce que tu penses savoir sur ta famille. » Elle avait toujours su que cette quête l'emmenait vers une vérité difficile à accepter, mais jamais elle n'avait imaginé que son propre passé pouvait être lié à une histoire aussi complexe. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle d'une voix plus faible, sentant que tout ce qu'elle avait appris jusque-là était sur le point de s'effondrer. Antoine s'approcha d'elle et posa une main légère sur son bras. « L'oiseau de nuit n'est pas qu'un symbole. C'est une clé, une métaphore de ce que ta famille a tenté de cacher pendant des générations. Marguerite, en te léguant cette maison, savait que tu finirais par découvrir cette vérité. Elle s'était lancée dans cette aventure en pensant qu'elle découvrait simplement une histoire familiale oubliée. Un trésor peut-être, mais jamais elle n'avait imaginé que son propre sang, son propre passé, pourrait être à l'origine de quelque chose d'aussi lourd de conséquences.
Antoine, voyant son trouble, continua à parler, mais son ton avait changé. Il était devenu plus ferme, plus calculé. « Éléonore, tu dois comprendre que l'histoire de ta famille est marquée par des choix qui ont façonné des vies, détruit des existences. Edmond n'était pas seulement un homme pris dans les intrigues de son temps, il a participé à des affaires beaucoup plus sombres, des affaires qui impliquent des pactes secrets, des trahisons et surtout, une énorme somme d'argent, dissimulée depuis des décennies. Parce que cette fortune n'a pas été acquise de manière légitime. Edmond et ses associés étaient impliqués dans des trafics illégaux, des affaires louches qui leur ont permis d'amasser une richesse immense. L'oiseau de nuit, c'est plus qu'un symbole de cette richesse, c'est la clé qui pourrait révéler des documents, des preuves de ces transactions. Des preuves qui, si elles venaient à être découvertes, ruineraient non seulement la réputation des Lafontaine, mais mettraient également ta propre sécurité en danger. Sa tante Marguerite savait que cet héritage ne pouvait pas rester caché indéfiniment, mais en le lui confiant, elle l'avait placé au centre d'un dilemme impossible. Antoine, voyant l'expression bouleversée d'Éléonore, posa une main rassurante sur son épaule. « Écoute, nous devons réfléchir à ce que nous allons faire. Si ces documents existent, et si l'oiseau de nuit est réellement la clé pour les trouver, alors tu es en danger. Il y a probablement des gens qui sont encore à la recherche de cette fortune, et ils ne reculeront devant rien pour l'obtenir. Sa famille, son propre nom, tout était lié à un secret sordide qu'elle n'avait jamais voulu découvrir. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement tourner le dos à tout cela. « Je ne peux pas fuir », murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Cette vérité, je dois l'affronter, je dois comprendre ce qui s'est passé et pourquoi Marguerite m'a choisi pour porter ce fardeau. » D'un côté, elle savait que poursuivre la quête de la vérité pourrait révéler des secrets qui détruiraient non seulement sa vie, mais aussi celle de nombreuses autres personnes. De l'autre, renoncer à cette quête reviendrait à vivre dans l'ignorance, à refuser l'héritage que sa tante Marguerite lui avait confié, un héritage dont le poids était devenu presque insoutenable. Elle passa de longues heures seule dans la maison, à réfléchir à la meilleure marche à suivre. Les mots d'Antoine tournaient en boucle dans sa tête. Ta propre sécurité est en danger. Mais qu'était la sécurité comparée à la vérité? Elle savait que Marguerite, malgré tous les dangers, avait voulu que ce secret soit révélé. Elle avait choisi Éléonore pour accomplir cette tâche, et même si cela signifiait affronter des vérités terribles, elle se sentait obligée d'honorer cet engagement. Antoine, de son côté, continuait de la presser pour qu'elle abandonne. Éléonore, pense à ce que cela pourrait entraîner. Si ces documents sont révélés, si cette fortune est découverte, cela pourrait entraîner des répercussions terribles, pour toi et pour tous ceux qui sont liés à cette histoire. Tu pourrais être poursu. Elle avait traversé trop d'épreuves, découvert trop de mensonges pour simplement tout laisser tomber. « Je ne peux pas laisser ce secret mourir avec moi, » répondit-elle d'une voix calme mais résolue. « Si Marguerite m'a choisi, c'est pour une raison. Je dois découvrir ce qui se cache derrière l'oiseau de nuit, et si cela signifie faire face aux conséquences, alors j'y suis prête. Une fois que ce secret sera révélé, tout changera. » La décision d'Éléonore était prise. Elle ne pouvait plus reculer. Elle devait aller au bout de cette quête, découvrir la vérité sur l'oiseau de nuit et les secrets enfouis de sa famille. Cependant, ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'est que la révélation de ces secrets la mettrait en danger plus vite qu'elle ne l'imaginait. Ce soir-là, alors que le crépuscule enveloppait la maison d'une lueur fantomatique, Éléonore sentit une atmosphère encore plus lourde peser sur elle. Antoine, qui depuis leur dernière discussion avait été de plus en plus distant, semblait de plus en plus préoccupé. Il restait dans la pièce voisine, feuilletant encore la carte qu'ils avaient trouvée, mais Éléonore sentait qu'il était en proie à un conflit intérieur. Un conflit qu'elle ne pouvait plus ignorer. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, brisant le calme relatif de la soirée. Éléonore se redressa, tendue. Elle se dirigea vers la fenêtre et aperçut deux silhouettes sombres près de l'entrée de la propriété. Ses instincts se mirent immédiatement en alerte. Quelque chose n'allait pas. Ces hommes n'étaient pas des simples visiteurs. Elle comprit, en un éclair, que la découverte de l'oiseau de nuit avait attiré l'attention de personnes extérieures, des gens dangereux. Elle se précipita vers Antoine qui, malgré son calme apparent,
semblait lui aussi avoir perçu la menace imminente. « Ils sont ici », murmura-t-il, ses yeux se fixant sur elle avec une intensité qu'elle n'avait encore jamais vue. « Ils veulent l'oiseau. » Des gens qui connaissent l'histoire de ta famille et qui étaient déjà à la recherche de l'oiseau de nuit bien avant nous. Ils m'ont suivi, Éléonore. Ils devaient agir. Et vite. « Nous devons partir », dit-elle fermement, serrant les poings pour contrôler la peur qui montait en elle. Ils ne doivent pas mettre la main sur l'oiseau. Éléonore prit l'oiseau de nuit, le cachant soigneusement dans un sac qu'elle portait en bandoulière. Son poids, bien que léger, lui semblait immense, comme s'il portait avec lui toutes les tragédies de la famille Lafontaine. Ils sortirent par une porte arrière, évitant les hommes qui s'approchèrent de la maison par l'entrée principale. Le jardin, autrefois paisible et accueillant, était maintenant plongé dans une obscurité inquiétante. Ils se faufilèrent à travers les arbres, essayant de rester aussi silencieux que possible. Le bruit des feuilles sous leurs pieds semblait amplifié par la tension de la situation. Le village de Saint-Julien n'était pas loin, mais dans l'obscurité, chaque pas leur semblait interminable. Le souffle court, Éléonore ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil par-dessus son épaule, craignant à chaque instant de voir les hommes les rattraper. Antoine, malgré sa trahison involontaire, était à ses côtés, guidant leur fuite. Ils atteignirent enfin les ruelles du village, se réfugiant temporairement dans une vieille église dont les portes restaient ouvertes la nuit. À l'intérieur, le silence et la tranquillité de l'endroit contrastèrent brutalement avec la peur qui les avait accompagnés jusque-là. Ils s'assirent sur un banc, tentant de reprendre leur souffle. Antoine tourna son regard vers elle. « Éléonore, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. Nous devons découvrir ce qui se cache derrière tout cela, et nous devons le faire avant qu'il ne nous trouve. » Ce qu'elle avait découvert devait être partagé, non seulement pour sa propre protection, mais aussi pour éviter que d'autres personnes ne soient blessées dans cette quête de pouvoir et de richesse. Elle sortit son téléphone, prit des photos du journal d'Edmond Lafontaine, du manuscrit de la famille et de l'oiseau de nuit, puis elle rédigea un long message qu'elle envoya à plusieurs journalistes et historiens qu'elle connaissait à Paris. Elle expliqua l'histoire de la famille Lafontaine, leur implication dans des affaires illégales, et surtout, le danger que cet héritage représentait encore aujourd'hui. « Nous ne pouvons pas garder cela pour nous », dit-elle à Antoine, qui l'observait en silence. « Cette vérité doit être révélée, sinon, d'autres viendront pour l'oiseau, et cette malédiction continuera de détruire des vies. » Elle était prête à en assumer les conséquences. Elle ne pouvait plus fuir. Le poids de la vérité qu'elle portait, tout comme l'oiseau de nuit, devait être partagé avec le monde. Cela mettrait peut-être fin à la malédiction qui avait pesé sur sa famille pendant des générations. Quelques heures plus tard, elle reçut des réponses de plusieurs journalistes intéressés par son histoire. L'un d'eux, un journaliste d'investigation, lui proposa de la rencontrer rapidement pour en savoir plus. Éléonore accepta, sachant que chaque minute comptait. Plus elle attendait, plus elle risquait que les hommes à la poursuite de l'oiseau de nuit la retrouvent. Ils quittèrent l'église en toute hâte, se dirigeant vers la gare du village pour prendre le prochain train en direction de Paris. Pendant le trajet, Éléonore ne cessait de penser à la réaction de sa tante Marguerite, si elle avait su que cet héritage causerait autant de troubles. Peut-être avait-elle espéré qu'Éléonore trouverait un moyen de briser le cycle de secrets et de mensonges qui avait entouré la famille Lafontaine. Arrivés à Paris, ils rencontrèrent le journaliste dans un café discret, à l'écart de la foule. Il était un homme d'âge moyen, aux yeux perçants, habitué à traiter avec des lanceurs d'alerte. Après avoir entendu toute l'histoire, il comprit l'importance de ce qu'Éléonore lui révélait. « Si ce que vous dites est vrai, » murmura-t-il en feuilletant les documents qu'elle lui avait remis, « alors cela pourrait bouleverser plus que la réputation de votre famille. Ces affaires touchent à des personnalités influentes, même aujourd'hui. » Elle n'avait pas seulement découvert un secret familial, mais une conspiration bien plus vaste qui remontait à des décennies, voire plus. Elle regarda le journaliste avec gravité. « Vous devez publier cela. C'est la seule façon d'empêcher que d'autres personnes ne soient blessées. » Les médias français furent inondés de révélations sur la famille Lafontaine et les affaires dans lesquelles ils étaient impliqués. Les journaux titraient sur des scandales financiers, des trafics oubliés, et la découverte de l'oiseau de nuit,
cet artefact mystérieux qui symbolisait la clé de toute l'intrigue. L'histoire fit grand bruit, non seulement en France mais à l'international, car les ramifications de cette conspiration s'étendaient bien au-delà des frontières du pays. Pour Éléonore, les jours qui suivirent furent marqués par une étrange combinaison de soulagement et d'incertitude. Elle avait enfin révélé la vérité, mais cela ne signifiait pas que tout était terminé. Elle savait que les personnes qui étaient à la recherche de l'oiseau de nuit pouvaient encore tenter de la retrouver, ou de récupérer ce qu'ils considéraient comme leur dû. Pourtant, elle sentait une forme de « le secret de sa famille avait enfin été exposé », et avec cela, peut-être la malédiction qui les avait hantés pouvait-elle enfin prendre fin. Antoine, bien que toujours à ses côtés, semblait de plus en plus distant. La relation qu'ils avaient partagée, basée sur une quête commune, s'était érodée au fil des événements. Éléonore savait qu'ils avaient chacun leur propre chemin à suivre désormais. « Je vais retourner à ma boutique », dit Antoine un jour, alors qu'ils marchaient ensemble dans une rue de Paris. « Il est temps pour moi de revenir à une vie plus ordinaire. » Cette fois-ci, elle n'y retourna pas pour y chercher des secrets, mais pour y trouver la paix. Elle savait que, malgré tout ce qui s'était passé, la maison restait un lieu ancré dans son histoire, et qu'elle pouvait enfin l'accepter pour ce qu'elle était. Dans le jardin, assise sous un grand chêne, elle sortit l'oiseau de nuit de son sac. Elle le regarda longuement, réfléchissant à tout ce qu'il représentait, tout ce qu'il avait causé. Finalement, elle prit une décision. Plutôt que de le garder comme un symbole de malheur, elle l'enterra dans un coin tranquille du jardin, loin des regards. Là, l'oiseau de nuit reposerait, enfin libéré du poids des siècles, tout comme elle. Alors qu'elle se relevait, Éléonore sentit une forme de paix l'envahir. Le cycle était brisé. La vérité avait été révélée, et maintenant, elle pouvait enfin commencer un nouveau chapitre de sa vie, sans les ombres du passé pour la hanter.